Et si l'acte le plus décisif n'était ni le bruit des armes, ni le poids des mots, imaginez Ouedraogo, Premier ministre, qui s'avance seul au cœur du front, sans escorte ni blindé, juste sa présence, face à ses soldats épuisés. D'un coup, l'air change. Les regards s'illuminent, les dos se redressent. La peur recule, comme balayée par cette audace imprévue. Son arrivée pulvérise l'image d'un pouvoir lointain, enfermé dans ses palais. Ici, le chef foule la même poussière, partage la même fatigue et le même danger que ses hommes. Le pays n'est plus une voix venue d'ailleurs, mais une main tendue, là où tout vacille. Ce geste simple en apparence défie les règles du jeu. Puis il lance, d'une voix qui tranche l'air, on arrête de regarder de loin. Fini les témoins passifs, fini les demi-mesures. C'est un signal lancé aux alliés comme aux ennemis. Le Burkina Faso ne sera plus spectateur, mais acteur de sa propre survie. Désormais, l'action se joue ici, dans la poussière et la peur partagée. Les enjeux ? Rien de moins que la renaissance d'un peuple brisé, la dernière chance d'unir une nation au bord du gouffre. Un faux pas et tout s'effondre. Mais si ce pari insensé réussit, c'est tout un peuple, peut-être un continent, qui relèvera la tête. Découvrons comment ce moment précis a bouleversé toutes les certitudes et ouvert une brèche vers l'inattendu. Mais qu'est-ce qui a rendu ce geste si explosif, si porteur d'espoir ? Pour le comprendre, il faut remonter aux racines mêmes de la crise burkinabé. Avant cette visite, tout semblait irrémédiablement perdu. Le Burkina Faso, jadis pays de cohésion, n'était plus qu'une mosaïque brisée. Des régions entières vidées par la peur, des villages comme Nakami réduits à des ruines muettes. Le doute s'infiltrait partout. Des familles entières fuyaient leurs terres, abandonnant cases, souvenirs et champs à la broussaille. Même les experts étrangers l'affirmaient, la fracture était profonde, irréversible. Aucune force venue de l'intérieur ne semblait pouvoir recoller les morceaux d'un pays si abîmé. Le vieux système de gouvernance, fondé sur des chefs locaux et des relais administratifs, paraissait dépassé par la violence. Pire, il dépendait presque entièrement de l'aide extérieure. Chaque espoir de redressement venait de l'étranger, chaque promesse était dictée par d'autres. Peu à peu, la résignation s'installait. Les territoires tombaient les uns après les autres, l'identité nationale se dissipait dans l'exil et la confiance populaire s'effritait chaque jour. Le risque n'était plus seulement de perdre des terres, mais de voir disparaître ce qui faisait le Burkina Faso, l'âme même d'un peuple, condamné à n'être que l'ombre d'un modèle imposé, dépendant d'une aide qui ne comblait jamais le vide. Pourtant, ce jour-là, un choc survient. Lorsque Ouedraogo pose le pied sur la boue du front, sa présence inattendue vient fissurer la fatalité. Nul ne sait encore ce que Ouedraogo prépare, mais déjà quelque chose change dans l'air. Un frémissement d'espoir, à peine perceptible, commence à se propager. Quand un leader choisit de s'exposer sans filtre, tout bascule. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une secousse réelle. Quand Ouedraogo enfonce ses bottes dans la boue du front, il ne joue pas la guerre, il la partage. Il montre qu'un chef peut être vulnérable, ancré parmi les siens, et soudain la peur change de camp. Les soldats, épuisés depuis des semaines, relèvent la tête. L'effet est fulgurant. Les lignes cessent de reculer, les rondes reprennent, la confiance circule de nouveau. Ce n'est pas seulement un regain d'énergie, c'est le ciment d'une cohésion retrouvée. La présence physique du leader dissipe l'angoisse de l'abandon et chacun comprend. Si le Premier ministre est là, la fuite n'existe plus. Au-delà des tranchées, Nakami renaît. Là où le feu et le silence dominaient, les voix recommencent à vibrer. Les familles osent rentrer, les marchés rouvrent, on répare les puits. Les rires des enfants percent le grondement du passé. Le village, contre toute attente, recommence à battre, la preuve que la guerre n'a pas tout englouti. L'onde de choc traverse les frontières de Nakami. Partout, la question fuse. Si Nakami se relève, pourquoi pas nous ? L'espoir circule, contagieux, fissurant le mur de résignation. Ce n'est plus une victoire isolée, c'est un signal pour toute la nation. La clé ? L'alliance entre soldats, civils et volontaires. Les patrouilles mêlant tous les visages du pays, les chantiers rassemblent paysans et ingénieurs. Chacun veille sur son bout de terre. La défense populaire devient concrète, gagnant du terrain chaque jour. Le pays découvre que la victoire ne tient pas qu'aux armes, mais à la fraternité. La peur peut revenir demain. Seule la cohésion protège. Si le doute l'emporte, tout s'écroule. Mais si l'élan persiste, c'est l'équilibre de la guerre qui vacille. Pourtant, cette onde n'est que le prélude. Une secousse plus forte arrive, portée par un visage inattendu, le capitaine Traoré. Le charisme de Traoré va réveiller d'autres forces. Son arrivée va bouleverser tout ce que Ouedraogo vient d'initier. Lorsque l'on cesse de demander la permission, l'histoire prend un autre chemin. Au Burkina Faso, la doctrine intransigeante de Traoré impose un tournant.
Désormais, aucune volonté étrangère ne prévaut, aucune soumission n'est tolérée. Le pays décide seul de ses règles, envers et contre tous. La rupture est brutale. Traoré érige la souveraineté en principe non négociable. Les accords imposés et les pressions extérieures appartiennent au passé. On ne guette plus un signal venu de Paris, de Bruxelles ou de Washington pour défendre la patrie ou façonner l'avenir. Dans cette nouvelle dynamique, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, deviennent la force vive de la résistance. Ce ne sont plus quelques civils armés, mais une armée citoyenne soudée, disciplinée, respectée. Ils connaissent chaque sentier, chaque village, et combattent nés par conviction, pas pour un grade. Leur engagement bouleverse l'équilibre de la guerre. L'ennemi ne peut plus compter sur la division ou la lassitude du peuple. L'indépendance ne s'arrête pas au champ de bataille. Pour la première fois, le Burkina Faso lance la fabrication locale de drones, conçus par ses propres ingénieurs. Cette autonomie technologique, impensable il y a quelques années, inquiète les anciens partenaires. L'État n'est plus un simple client, mais un innovateur qui répond à ses urgences sans attendre l'aide extérieure. Le souffle de la doctrine va plus loin, il s'exporte. Le modèle burkinabé inspire la jeunesse de Dakar à Bamako, de Niamey à d'autres capitales. Sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes Africains écrivent que leur destin leur appartient. Certains dirigeants parlent désormais ouvertement de souveraineté totale, de sécurité communautaire, de reprise en main des ressources, sans consultants venus d'Occident. Le résultat ? Un basculement psychologique inédit. La population n'est plus spectatrice de son histoire, elle en devient l'auteur. On ne subit plus. On choisit. Ce réveil collectif bouleverse tout. Les marchés reprennent vie, les écoles ouvrent de nouveau, et dans les villages, une dignité retrouvée se fait sentir. Mais l'équilibre reste précaire. Si la doctrine échoue, la répression pourrait revenir, la division ressurgir, et les puissances extérieures reprendre la main. Si elle réussit, c'est tout l'ordre régional, tous les intérêts, toutes les cartes du pouvoir qui seront redistribuées. Et cette vague ne s'arrête pas aux militaires. Le souffle de reconstruction gagne chaque secteur, l'agriculture, la culture, l'école, l'industrie. Une transformation aussi profonde ne se fait pas sans résistance, ni sans sacrifice. Mais une fois lancée, la dynamique semble difficile à arrêter. Mais si la révolution, la vraie, commençait seulement après la victoire militaire? Au Burkina Faso, le changement ne se limite pas à la reprise des armes. Il s'agit d'une triple reconstruction, touchant la sécurité, l'économie et la culture. Pour la sécurité, les villages se réinventent. Les habitants ne comptent plus sur des renseignements venus d'ailleurs. Ils surveillent, protègent et anticipent, avec une efficacité qui dérange jusqu'aux experts étrangers. Les réseaux locaux remplacent l'aide extérieure, chaque quartier devenant une sentinelle, un système d'alerte où la vigilance est collective. Côté économie, c'est une renaissance. Les marchés locaux reprennent vie, stimulés par l'afflux de produits burkinabés et le retour massif des paysans sur leurs terres. L'artisanat renaît, porté par une volonté farouche de produire et consommer local. Les ateliers s'ouvrent à nouveau, les familles retrouvent la terre, symbole d'un espoir concret après tant d'années de crise. Mais la transformation la plus profonde est culturelle. La jeunesse, jadis condamnée à l'exil ou au chômage, s'organise en associations, en coopératives, en comités de quartier. Les écoles rouvrent, parfois sous un arbre, parfois dans des salles restaurées à la main. Partout, la solidarité relie les générations. Anciens et enfants reconstruisent ensemble, forgeant le sentiment d'une seconde indépendance ancrée et assumée. Ce modèle intrigue vite au-delà des frontières. Des délégations venues de plusieurs pays voisins affluent pour comprendre la méthode burkinabé. On vient observer cette auto-organisation, ce souffle d'autonomie qui semble réécrire les règles du jeu. En Occident, l'inquiétude enfle. L'influence d'hier s'effrite alors que le modèle local suscite l'admiration jusque dans les capitales régionales. Les experts peinent à comprendre cette résilience qui déjoue tous leurs pronostics. Pourtant, tout reste fragile, soit cette reconstruction s'enracine et bouleverse l'Afrique, soit elle se heurte aux vieilles résistances et s'épuise, offrant le spectacle d'un nouvel espoir brisé. Mais la dynamique est lancée, et désormais l'enjeu dépasse largement le Burkina Faso. Mais derrière cet élan, des obstacles inattendus se dressent. La prochaine épreuve déterminera si ce rêve peut survivre à la réalité. Une nation debout peut-elle changer le cours de tout un continent ? C'est la question brûlante soulevée par la vague burkinabé, qui défie les analyses et renverse l'ordre établi. Face à Ouedraogo et Traoré, l'Afrique redécouvre une vérité que beaucoup pensaient enterrée. Un peuple rassemblé, fort de sa souveraineté, peut transformer non seulement son avenir mais aussi l'équilibre d'un continent entier.
À Ouagadougou, la résistance n'a pas pris la forme d'un simple slogan. Elle s'est enracinée sur le terrain, dans la boue des tranchées, dans la renaissance silencieuse de villages comme Nakami, dans la marche d'hommes et de femmes qui refusent de déléguer leur sort. Ce n'est pas une légende, c'est le quotidien du Burkina Faso. Ce choix radical dérange et fascine. Les vieilles puissances, habituées à la dépendance, réalisent soudain que le modèle burkinabé n'est pas un feu de paille. C'est une étincelle qui peut embraser Dakar, Bamako, Kinshasa ou Addis Abeba. Si un pays longtemps jugé vulnérable ose reconstruire sa sécurité, son économie et sa culture à sa façon, que deviennent les certitudes imposées depuis des décennies? À ce carrefour, personne n'est à l'abri. Les décisions prises aujourd'hui à Ouagadougou posent une question à chaque Africain, à chaque observateur. Voulez-vous être simple spectateur de votre histoire ou en redevenir l'auteur? Prendre parti, c'est choisir de façonner l'avenir ou de subir ses chocs. Ignorer la vague, c'est risquer de manquer la prochaine grande mutation mondiale. Ce qui se joue dépasse le bras de fer militaire ou diplomatique. Il s'agit d'inventer un nouveau standard africain, où la dignité prime sur la résignation, où l'audace supplante la dépendance. Le Burkina Faso n'offre ni miracle ni victoire sans effort, mais il prouve qu'une autre voie existe, enracinée dans les rêves et les réalités africaines, loin des modèles importés. La vague burkinabé peut-elle devenir ce nouveau standard pour un continent qui refuse le statu quo? À chacun d'ouvrir les yeux, de débattre et d'accompagner ce tournant. Car les grandes transformations ne s'imposent pas, elles s'écrivent jour après jour par ceux qui osent croire qu'aucun destin n'est figé. Et pourtant, ce que nous avons décrit jusqu'ici n'est que l'écume visible d'un processus plus profond, qui résonne bien au-delà des frontières actuelles du Burkina Faso. Pour saisir l'impact concret de cette transformation, il faut la replacer dans une perspective historique, comparer cette dynamique à d'autres moments clés où un peuple a choisi de reprendre son destin en main. Pensons à la marche du sel de Gandhi, où le Mahatma a mené, pieds nus, des milliers d'Indiens sur des centaines de kilomètres pour défier l'ordre colonial. Ce geste, tout comme celui de Ouedraogo, n'était pas armé, mais il a brisé la résignation et restauré une dignité collective. De la même façon, lorsque Nelson Mandela, après 27 années de captivité, a marché librement dans les rues d'Afrique du Sud, il a incarné la rupture avec la fatalité de l'apartheid. Ces exemples rappellent que la présence physique d'un leader au plus près de son peuple a parfois plus de puissance qu'une armée ou un traité. Le cas burkinabé, lui, s'incarne dans une triple dynamique: la relance de la sécurité, de l'économie et de la culture. Mais comment bâtir une résilience durable? Regardons de plus près les étapes concrètes qui jalonnent cette reconstruction. Premièrement, sur le plan sécuritaire, la création de comités de vigilance villageois s'est inspirée de pratiques ancestrales, où chaque habitant devenait le gardien de son voisin. Dans les zones autrefois sous emprise, les anciens transmettent aux jeunes l'art de lire les signes avant-coureurs d'une attaque, d'organiser des rondes nocturnes ou de cacher les vivres pour résister au siège. C'est ainsi que le village de Ndali, longtemps coupé des routes, a pu repousser une incursion grâce à l'alerte donnée par une grand-mère veillant à sa fenêtre. Cette vigilance partagée transcende les générations, ressuscitant un lien social oublié. Deuxièmement, la renaissance économique se traduit par des initiatives concrètes. Dans la région de Koudougou, par exemple, des coopératives de femmes transforment les fruits du karité en beurre exporté jusqu'en Europe, redonnant ainsi un revenu à des familles entières. Les marchés de Fadan Gourma, autrefois déserts, bruissent de nouveau des cris des commerçants, tandis que les jeunes, revenus des villes, redécouvrent le goût du travail de la terre. Des ateliers de réparation de vélos, de confection de tissus et de menuiserie rouvrent, parfois avec des outils forgés à la main. Chaque effort individuel s'ajoute à l'élan collectif. C'est ainsi que la spirale de la misère s'inverse petit à petit. Du côté de la culture, la transmission des savoirs locaux prend une nouvelle dimension. Dans les écoles, des conteurs viennent chaque semaine raconter l'histoire des héros burkinabés, brisant le silence imposé par la peur. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, des troupes de théâtre rejouent, sur des scènes improvisées, les choix cruciaux des habitants lors des sièges récents. Les radios communautaires, animées par de jeunes diplômés, diffusent des émissions sur la santé, l'agriculture ou l'histoire africaine, offrant une alternative aux messages venus de l'étranger. Mais la vraie question que chaque Burkinabé se pose aujourd'hui est: comment pérenniser cette dynamique? Pour éviter le retour des crises, plusieurs étapes pratiques s'imposent. D'abord, renforcer l'inclusion des femmes et des jeunes dans la prise de décision.
À Dori, un conseil villageois composé de mères de famille a su négocier la reddition d'un groupe armé en promettant la scolarisation des enfants et la réhabilitation des puits. Cet exemple montre que la paix durable passe par la confiance accordée à toutes les voix, pas seulement à celle des chefs militaires ou politiques. Ensuite, diversifier les sources de revenus pour ne plus dépendre d'un seul secteur. Dans la région des Hauts-Bassins, des agriculteurs s'associent à des informaticiens pour créer des applications mobiles de gestion des récoltes. Ces innovations, parfois simples, permettent de résister aux aléas climatiques ou aux coupures de route. Le numérique devient un outil de souveraineté. Enfin, instituer un système d'éducation qui valorise autant la tradition que la modernité. À Kaya, par exemple, les écoles alternent cours de mathématiques et apprentissage du tissage traditionnel. Ainsi, la jeunesse n'est pas condamnée à choisir entre l'exil urbain et la perte de ses racines. Elle invente une troisième voie, celle de l'adaptation créative. Cette démarche n'est pas sans obstacle. La tentation de la division, les retours d'anciens chefs locaux, parfois soutenus par l'étranger, et la pression économique internationale sont autant de défis. Mais chaque réussite, même modeste, alimente la résilience globale. Prenons l'exemple de la région de Bobo-Dioulasso. Après une attaque, les habitants ont décidé de reconstruire eux-mêmes l'école détruite, pierre après pierre, refusant d'attendre une aide extérieure. Ce chantier a duré 6 mois, mais a soudé durablement la communauté. Aujourd'hui, cette école accueille des élèves venus de 5 villages, preuve que la solidarité crée des ponts là où la peur dressait des murs. Historiquement, d'autres nations africaines ont connu des moments de sursaut similaires. Au Rwanda, après le génocide, la société a misé sur la justice communautaire et la réconciliation, plutôt que sur la seule force militaire. Au Ghana, la révolution du cacao a reposé sur la mobilisation des petits producteurs, unis par la volonté de ne plus subir les fluctuations imposées par les marchés mondiaux. Ces exemples montrent que l'espoir s'enracine lorsqu'il s'appuie sur le local et sur la diversité des talents. Mais la singularité du Burkina Faso, aujourd'hui, réside dans sa capacité à inspirer au-delà de ses frontières. Des jeunes Maliens traversent la frontière pour apprendre les techniques de défense communautaire. Des Sénégalais viennent observer les ateliers de transformation du coton. Des Nigériens demandent à participer au forum de discussion sur la souveraineté alimentaire. Un mouvement transafricain, lentement, se dessine. Et si ce modèle s'exporte, il le fait, parce qu'il répond à une aspiration partagée. Ne plus être spectateur, mais acteur de son destin. Dans les universités, des débats émergent sur la doctrine burkinabé. À la radio, des appels fusent pour que chaque village du Sahel s'inspire de la renaissance de Nakami. Les puissances extérieures, conscientes du risque de voir leur influence diminuer, réagissent par des campagnes médiatiques ou des pressions économiques. Mais sur le terrain, les faits s'amenuisent. L'exemple concret remplace la rhétorique, et chaque réussite locale devient une preuve vivante de la possibilité d'un autre avenir. Pour garantir la pérennité de cette transformation, il reste des étapes à franchir. Consolider les réseaux d'échange entre villages, créer des instances de dialogue régional et investir dans l'éducation technique et scientifique afin de préparer la jeunesse aux métiers de demain. Car la souveraineté ne se limite pas à la sécurité ou à l'économie. Elle s'incarne dans la capacité à innover, à apprendre, à transmettre. Imaginez un Burkina Faso où, dans chaque village, une bibliothèque abrite à la fois des livres d'histoire locale et des manuels de robotique, où chaque marché vend autant de produits en mât traditionnels que d'innovations issues des universités, où les anciens et les jeunes débattent ensemble des projets d'avenir. Ce scénario, longtemps impensable, commence à poindre à l'horizon. En somme, la vague burkinabé n'est pas un feu de paille. Elle est la preuve qu'un peuple, lorsqu'il cesse de croire à l'impossible, peut renverser le cours de son histoire. Le défi aujourd'hui est de transformer cette étincelle en flamme durable, capable d'éclairer la route pour d'autres nations. À la question « Une nation debout peut-elle changer le destin d'un continent ?» L'histoire du Burkina Faso nous invite à y croire, car chaque pas, aussi modeste soit-il, s'additionne à une marche collective. Chaque village reconstruit, chaque enfant scolarisé, chaque marché rouvert est une victoire sur la fatalité. À vous maintenant de choisir. Serez-vous simple spectateur de cette mutation ou acteur de la prochaine grande transformation africaine ? Car, comme le disait Thomas Sankara, l'audace de l'espérance est la première victoire sur l'injustice. Osez croire, osez agir, car nul destin n'est à jamais